Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on se comprend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, j'ai un invité de marque, Donald Gingras. Salut Donald. Bonjour Simon. Tu es ici pour principalement nous parler de ton livre que tu as écrit il y a quelques années. Et là, il y a une deuxième publication, Québec, 400 ans d'histoire, une histoire révélatrice. Québec, l'orphelin qui a grandi et vivant au Canada, une famille reconstituée qui souffre. En une minute, là, peux-tu juste nous expliquer, parce que c'est un long titre, ça parle de quoi? Souvent, moi, je suis un gars sport. Souvent, les gens me demandent comment t'en es arrivé à écrire ce livre-là. Ouais. Alors, c'est un peu la question qu'on va débattre aujourd'hui. Mais je voulais pas écrire un autre livre sur l'angle de la politique, de l'économie, de la démographie. Et j'ai cherché exactement, par une expérience de vie qu'on va parler plus tard, j'ai vécu une croisée de chemin qui fait que je voyais bien les conflits entre autochtones, français, anglais, immigrants, et je disais, je veux comprendre. Oui. Alors là, j'ai regardé les valeurs dans lesquelles tous ces groupes ethniques-là cherchaient le bonheur. Et là, j'ai trouvé des réponses. Pourquoi il y a des conflits? Pourquoi on ne se comprend pas? Et ça a été extrêmement éclairant comme démarche. J'ai lu le livre, très éclairant en effet, mais là, on commence par la fin. Commençons par le début. Donc, Donald Gingras, toi, tu as été missionnaire à travers le Canada. Ouais. Tu as accompagné beaucoup de gens au niveau spirituel, comme un mentor ou comme un coach de vie. Tu as été conférencier. Tu as servi dans plusieurs églises. Ouais. Aujourd'hui, tu travailles encore à aider les gens. Tu es un passionné de Jésus, passionné de l'Évangile, passionné de la parole de Dieu. Mais j'imagine que ça n'a pas tout le temps été comme ça, comme c'est le cas de bien des gens. Parle-nous un peu comment. Dans quel genre d'environnement, toi, tu as grandi? Oui. J'ai été élevé je suis un Québécois de souche, donc j'ai été élevé. Je suis né dans les années 50, okay. Donc dans le baby boom, et j'ai été élevé dans la ouate de l'économie et des relations sociales, la croissance du Québec, et ça a été tout un chapitre spécial. J'ai été élevé dans la religion catholique. OK. Ta famille était-tu pas mal pratiquante? Parce que dans ce temps-là, il y en avait beaucoup des gros pratiquants, puis il y en a qui étaient moins un peu. Mon père, c'est un fidèle pratiquant, au sens qu'il fallait aller à la messe, fallait aller aux activités de l'Église. Ouais. Mais à part de ça, c'était plutôt des valeurs judéo-chrétiennes qui nous ont transmis. Et comme on vole pas, on ment pas, des trucs comme ça, des belles valeurs. Oui, des belles valeurs qui m'ont aidé dans la vie là, à comprendre des choses et à éviter des faux pas. Mais c'est ça, j'ai grandi là-dedans. J'étais dans une famille de 6 enfants. J'étais au milieu. Donc, je cherchais ma place. Et là, avec le temps, avec les années, je comprends aujourd'hui qu'un enfant, on est créé pour, à quelque part, on cherche tous le bonheur à être heureux, même surtout petit enfant. Et là, on cherche notre place. Et on cherche à être aimé et aimé, et on est créé pour ça. Fait que je le comprends aujourd'hui, mais comme petit enfant, je cherchais ma place et je la trouvais dans des commissions que je faisais avec mon père qui, quand je prenais des responsabilités, il m'approuvait. Puis là, tu prends de la valeur, tu découvres un peu ton identité. Moi, je suis bon là-dedans, c'est ce que je suis. Puis là, j'ai été déçu à l'âge de 17 ans, je me souviens, j'étais sur le coin. Attends juste un petit peu. J'ai une question ou deux. Petit gars rebelle, petit gars adolescent, tout ça, tu arrives à 17 ans, comment ça s'est passé? Non, j'étais plutôt docile? J'étais pas rebelle. J'ai vécu une période dans un collège privé. Où j'étais pensionnaire, où j'ai vécu une période rebelle, mais c'est à cause qu'un frère m'avait vraiment attaqué. Okay. Il voulait me démolir. Et au lieu de servir de mon talent, j'étais dans l'organisation des sports du collège. Et lui, fait que là, on s'est pris en rapport de force. Okay. Et là, j'ai vraiment vécu une année de rébellion, mais qui a bien tourné, finalement, et où justice a été faite. Et, mais là, j'ai vu que j'avais du caractère. Il y en a un qui m'avait dit, un frère, un qui s'est investi en moi, et toi, tu peux, dans la vie, là, tu peux faire le plus grand bandit ou une personne qui fait beaucoup de bien. Fait que tu étais charismatique, puis tu avais, comme on dit au Québec, tu avais de la drive. Là. Tu savais où est-ce que tu t'en allais, puis tu y allais. Ce gars-là, il voulait tellement m'écraser, ce frère-là, que moi, j'ai reviré le collège contre lui. Là. Et là,
il m'avait trompé, il m'avait volé dans un examen d'histoire, il m'avait mis 59 %. Puis moi, je savais qu'il ne m'aimait pas, il m'haïssait, pour compter juste ce petit chapitre-là pour montrer ce qui se passait. Et là, j'apprenais mes leçons par cœur. Fait que ça se pouvait pas que j'aille 59 %. Fait que j'ai été voir le directeur, puis j'ai dit, vous savez, tout ce que j'ai fait à date, là, je suis en rébellion. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je prends toutes mes blancs, je les mettrai pas sur mes collègues, mais j'ai dit, c'est parce que je vis une injustice avec tel monsieur, je demande une revision d'examen. Hey, en 63, tu demandais pas. Ça se fait pas, ça, non? Ça se fait pas. Fait que moi, j'ai défié le directeur. J'ai dit, je vous fais une proposition. Si je me trompe, je vais aller devant tout le monde, devant tout le collège, je vais demander pardon, puis vous me mettrez dehors. Mais si je me trompe pas, vous me gardez, puis on rectifie les affaires. Fait qu'ils ont fait une revision d'examen, puis j'ai eu 95 %. Oups! Et il y avait vraiment une injustice. Vraiment. Et là, au lieu de me mettre dehors du collège, mais ils ont dit, ce petit gars-là a du potentiel, on va s'investir dedans, Alors là, ils sont mettre... C'est un mal pour un bien? Ben oui, vraiment. Parce qu'ils t'ont encadré avec ça? Oui. Fait que t'arrives à 17 ans? Oui, j'arrive à 17 ans, puis là, ben je commence à être déçu de la religion, puis des mauvaises expériences de religion. Je regarde les gens de l'Église, puis je suis déçu. Tu sais, on prend la communion, puis on s'en va sur le balcon, puis on parle contre le voisin, on sac, ça n'a aucun bon sens. Fait que je décide de quitter la religion. Moi, je dis, c'est fini, ça. C'est pas moi, ça. Je quitte pas Dieu, je crois en Dieu, mais je suis déçu de la religion, je veux plus rien savoir de la religion. Puis là, je me lance dans ma nouvelle idolâtrie, mon nouveau Dieu devient le sport. On prend une petite pause, je t'arrête, pour pouvoir prendre une pause. Un bon gars qui vient d'une bonne famille, qui s'est cherché, qui s'est trouvé, qui a essayé de se développer, un gars qui a de la drive, qui a des idées, qui est charismatique, et puis là, il découvre le sport, où est-ce qu'il va plonger dans sa vie. Mais ça, on va en parler après la pause. J'aimerais vous inviter à aller sur Publication chrétienne. Si vous aimeriez vous procurer son livre, allez sur Publication chrétienne. Les informations sont au bas de l'écran et vous allez pouvoir vous le procurer en papier. Ceci étant dit, si vous aimeriez vous le procurer en version PDF ou en e-book, allez sur espoir.ca et c'est gratuit. Donc, en e-book, PDF, c'est gratuit. Si vous le voulez papier, Publication chrétienne. On vient après la pause. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Rebonjour à vous. Avant la pause, j'ai fait une petite erreur. Je vous ai dit que vous pouviez vous procurer ce livre papier-là à Publication chrétienne. Non, c'est à la librairie chrétienne. C'est pas la même chose. Je suis vraiment désolé. J'espère que ça ne vous a pas causé aucun tracas. Donc, librairie chrétienne. Donc, on a 17 ans. Ouais. Et là, le sport s'ouvre à nous. Ouais. C'est une belle place pour pouvoir foncer et s'épanouir et se développer et aussi se perdre. Ouais, moi, comme personne, là, j'arrive à 17 ans, 18 ans. Moi, je vais être heureux, là. Ouais. Et je regarde où je performe, c'est dans le sport. Fait que je me lance là-dedans. Et au point où... tout me réussit, là, au hockey, au baseball, et j'en arrive au point où les Expos de Montréal arrivent à Montréal en 69. Ouais. Et là, eux, ils ont un plan de marketing pour trouver les meilleurs joueurs dans la province. Ils les suivent pour les amener dans un camp provincial à chaque année et ils prennent les 5 meilleurs joueurs du Québec et ils leur signent un contrat pour essai professionnel. Okay. Et moi, on a mis moi, j'étais lanceur gaucher, alors j'étais le meilleur lanceur de la Ligue Montréal Junior. Alors, là, je suis rendu autour de 18, 19, 20 ans. Et là, on me fait suivre 2 ans par les Expos. OK, attends, OK. T'étais bon au sport, là. Oui, okay. J'étais vraiment en réussite. Fait que là, je me lance dans le baseball et là, je commence à croire que je peux faire une carrière. Puis...
à cet âge-là, c'est le rêve, là, d'une carrière sportive professionnelle, tout ce qui vient avec ça. Puis les expos qui arrivent au Québec, puis à chaque fois que je lance une partie, il y a un éclaireur des expos qui vient, qui parle aux journaux, on fait un article sur moi, il dit Donald s'améliore, il améliore sa curve, on est vraiment content de son attitude, puis moi, la balloune souffle. L'ego, il monte. Puis... Il parle de nous autres dans le journal, un petit jeune, Et à chaque fois, c'était de même, mais j'étais le meilleur lanceur aussi de la ligue, de ma ligue, surtout à la fin, là, quand les expos m'ont approché. Parce que leur but, c'était un gros plan de marketing où ils envoyaient des éclaireurs partout au Québec pour faire parler d'eux autres, nécessairement. Clairement. C'était pas, en tout cas, c'est un plan de marketing. Et j'ai été sujet de ce plan-là. Au point que quand est arrivée la fameuse fin de semaine du camp, moi, je mesure la moyenne des lanceurs d'un majeur, c'est 6 pieds 3, 6 pieds 4. Oui, c'est ça, oui. Puis moi, je mesurais 5 pieds 6. OK. Et il n'avait pas le choix de me prendre parce qu'il disait qu'il prenait les meilleurs joueurs du Québec. Alors, j'avais des performances. Mais ils m'ont emmené, mais mon sort était décidé d'avance. Je ne ferais pas les expos. On ne peut pas, à mon âge. Fait que j'ai fait le camp d'entraînement. Même M. Fanning m'a fait prêter un habit d'un joueur des expos qui mesurait 5 pieds 5 parce qu'on avait oublié mon nom. Ça a mal commencé. Là. Ouais. Puis on me disait, qu'est-ce que tu viens faire ici? Puis là, j'étais... Fait que j'ai fait le camp, puis finalement, M. Fanning me dit, si tu avais 6 pieds, je te signerais un contrat. M. Fanning, c'est le directeur général des expos. C'est l'injustice. À quelque part, là, je réalise j'ai été sujet d'un marketing. Oui, c'est ça. Mais on savait d'avance qu'à 5 pieds 6, tu ne signes pas un... On va se servir de toi parce qu'on a besoin de toi, on a besoin de ta face, mais dans le fond, on sait que tu ne seras jamais là. On te fait croire. Quelle déception! Puis là, ça m'a fait mal et j'ai vraiment eu mal. Fait que je me suis retourné au cégep. Mais durant ce temps-là, c'était l'année des années 70, les années du nationalisme, du séparatisme, du FLQ. Oui. Et là, mes amis qui m'entouraient, ils disaient, Donald, viens avec nous, on va prendre soin de toi. Mais prendre soin de toi, là, mes amis avaient loué une maison, appartement, près du cégep. Puis là, il avait mis du papier d'aluminium partout, des lumières violettes, puis c'était le sexe, la drogue, puis la boisson. Puis moi, j'étais vulnérable. Là. Je voulais pas tomber là-dedans parce que j'avais vu un de mes meilleurs amis, président du collège, meilleur athlète sportif. Je l'avais vu assis dans un coin du café étudiant en train de fumer puis détruire sa vie. Là. Ouais. Tu dis, moi, je veux pas aller là. Non, c'est ça. Alors, j'ai lâché l'école, j'ai lâché le cégep parce que j'avais peur de tomber là-dedans, honnêtement. Je me sentais pas assez capable. J'étais dégoûté de toute façon, j'avais pas le goût d'étudier. Et là, je cherchais c'est quoi la vie, là. Et j'ai été sur le marché du travail pour me compenser, pour aller chercher de l'argent. Puis j'ai dit, je vais ramasser de l'argent, puis je vais aller aux États-Unis, je vais signer pour un autre club, puis je vais venir battre les expos. OK. Tu ne vis que pour le baseball. Moi c'était mon rêve, c'était mon Dieu. OK. Puis on m'avait tellement dit que j'avais le potentiel que là, j'ai décidé, je vais me ramasser de l'argent, je vais aller dans la Ligue d'hiver. Fait que toi, ça, c'est ton identité. Donald Gingras, c'est le joueur de baseball. C'est celui qui est bon, c'est celui qui est performant, c'est celui que le monde regarde, font comme « Wow, tu viens de serrer la main. » C'est sa valeur. C'est lui, ça, là. Ouais, ça dégonfle, cette ballonne-là, de m'emmener, par exemple. Bien, quand tu travailles dans l'industrie, puis que tu es sur des produits chimiques, puis tu respires ça, à un moment donné, après 6 mois, tu en reviens à la réalité. Oui. Fait que là, je suis tombé dans un de mes amis qui est venu me voir, il dit « Viens m'aider à coacher au hockey. Okay. » Puis là, j'ai pogné à piqueur, puis j'ai aimé ça, puis j'ai trouvé... Puis entre-temps, bien, l'Université du Québec à Montréal ouvrait en pédagogie, en éducation physique, et là, je qualifiais pour entrer en pédagogie. Fait qu'eux autres, ils m'ont ouvert les portes. Et là, le hockey, la pédagogie, entrer en éducation physique, là, je continuais ma quête dans le sport, mais sur une autre branche. Coach. Ouais, coach. Okay. Fait coach, université. En fait, tu prenais-tu le temps de vivre?
Pas vraiment, parce que pour moi, vivre, c'était de me faire admirer, de me faire aimer, de réussir, de performer et d'avoir la gloire autour de moi, tu sais. Ouais. Donc, il fallait que tu fasses quelque chose pour pouvoir avoir un sentiment que tu étais en vie. Fallait que je performe. Ouais. Il y en a une gang qui sont comme ça, hein? Des fois, je rencontre des gens, puis ce qu'ils veulent me parler, c'est leur réussite scolaire, leur réussite au travail. Quand je parle aux personnes un petit peu plus âgées, là, ils me racontent leur carrière. Et tu vois des jeunes, puis ils me parlent un peu ce que Donald disait. J'étais ça dans le sport, ben non, j'étais bon à l'école, mais j'ai parti des business. Mais c'est rare les gens que je rencontre, puis ils me disent, ben moi, j'ai été heureux. C'est très, très rare. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? J'ai été heureux. J'ai mené une belle vie heureuse. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. Mais ce que je peux dire, c'est que je suis rassasié de jour, je suis heureux. Mais avoir un instant que ce sera le rêve. Hein? Pouvoir dire à la fin de notre vie, j'ai été heureux. Plus que des choses qui n'ont pas réellement de la valeur. Restez avec nous. Donald va continuer à nous emmener sur son pèlerinage, justement, sur comment il est venu à vouloir comprendre le Québec, le Canada, les blessures entre les cultures. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Je suis avec Donald Gingras qui nous raconte. Tu étais très performant dans le sport. Tu étais reconnu, le monde te connaissait, tu passes dans le journal, les expos t'ont approché, grande déception. Tu t'es approché pour le hockey comme coach. Oui. Coach, tu mieux ou c'est moins pire? Ça marche-tu, coach? Bien, coach, c'est différent. Ça donne de l'influence sur les gens. Ouais. Encore une fois, c'est une performance, tu sais. Ah oui, tu veux gagner, puis quand tu gagnes, c'est toi le coach, hein? T'es le top. Ouais. Là, tu diriges une direction, puis c'est une nouvelle... et là, en même temps, je m'en vais en éducation physique. Les portes s'ouvrent. Ouais. Alors, je termine mes 8 cours de cégep, je rentre en éducation physique, et là, je me lance dans le coaching, parce que j'aime ça, là. Okay. Et là, je me mets à réussir, là. C'est vraiment, vraiment... là, je m'en vais vers le succès, et au point que je me suis marié entre-temps. Et après 2 ans de mariage, la deuxième année de mon mariage, je me trouve à être... avoir une performance. Je gagne le championnat provincial Midget 3. Puis là, la prochaine étape, c'est d'aller coacher vers le junior majeur. Oui. À plein temps, là, comme coach professionnel, si tu veux. Là. Oui. Alors, je m'en vais. Ma dernière année, on gagne en 75 parties, on en a perdu 5. Oh! OK. Mais ça, c'est le genre de job que c'est pas vraiment un job parce que tu t'amuses à faire ce que t'aimes, là. Oui, il y a beaucoup de pression, mais... Oui, mais là, je suis en éducation physique. En plus? OK. Je travaille en éducation physique 40 heures par semaine. Oh. Je travaille avec mon équipe de hockey 40 heures par semaine. Oh. OK. T'as pas dit que tu venais juste te marier? Oui, c'est ça. Je suis dans ma 2e année de mariage. Ouais. Là. OK. C'est que... Puis mon année, ma première année de mariage, après, ben le camp d'entraînement a commencé là. Alors, j'ai été... les 9 prochains mois, c'est l'année du championnat qu'on a vécu. Et on a gagné la finale provinciale 6-0. Alors, moi, le succès... Ça vaut la peine de faire quelques sacrifices pour pouvoir avoir le succès. Oui, mais tu sais, dans la vie, on a une quête, hein? Ben oui. Et moi, j'ai manqué mon coup avec les Expos de Montréal. On ne manquera pas notre coup au hockey, là. C'est ça, exactement. Enfin, on va les mettre les heures, regarde, on fera les sacrifices. Tu as tout compris. Toi, tu cherches le bonheur, tu cherches tu cherches à être quelqu'un. Puis le succès, pour moi, le bonheur est dans le succès. Bien sûr. Dans me faire aimer. Si je gagne, je me fais aimer, je performe, puis là, je performe plus. Ben oui, tout le monde l'aime, le coach qui fait gagner l'équipe, là. Mais écoute, 80 heures par semaine en dehors de ton mariage, la 2e année de ton mariage, comment tu... Non, pas tant. Ça marchait pas, là. Non. OK, puis là,
là, le mariage amenait de la chicane. On était devenus comme dans une arène de boxe où on est en garde. Elle voulait son mari? Ben oui, ce qui était tout à fait normal, cohérent. Elle ne voulait pas te partager avec l'hockey. Non. Ouais. Et là, je me suis séparé. À un moment donné, j'ai dit à ma femme, notre mariage est un obstacle à ma carrière, je m'en vais. Ouch! Bête de même. Ouais, c'est ordinaire, ça. Puis tout le monde, dans mon temps, c'était... les gars en éducation physique, c'est des gars qui sont en mission, qui se donnent pour le sport. Puis, fait que moi, j'ai embarqué là-dedans. Il y a une cause aussi là-dedans. Il y avait une cause là-dedans. Puis... Et c'était plus j'avais vécu une période sur le nationalisme séparatiste. À l'université, j'avais été recruté par le FLQ, une cellule du FLQ, dans les années 70-71. Et j'ai été assisté à un meeting. C'est important que je dise ça parce que dans la suite des choses, on va comprendre comment Dieu s'est servi de ça. Et j'ai été une cellule du FLQ et quand j'ai vu ce qu'ils voulaient faire, je leur ai dit, moi, je vous connais pas, puis je veux rien savoir. De toute façon, j'étais dans Moi, je trouvais pas le bonheur, parce qu'au cégep, dans mon temps, t'étais cool si t'étais séparatiste, nationaliste. Ouais. Si t'étais fédéraliste, on te tassait dans le coin. OK? On a beaucoup reproché aux curés d'imposer et de pointer du doigt les gens qui ne pensaient pas comme eux. Mais les nouveaux prêtres sont devenus les professeurs de cégep. Exactement. On a transmis... Les nouveaux curés étaient là. Puis si tu ne pensais pas... Les lignes du parti, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, moi, j'ai embarqué là-dedans. Je voulais être cool, mais je trouvais ça pas... J'ai pas trouvé ça cool quand j'ai vu qu'est-ce qu'ils voulaient faire. De toute façon, là, j'avais du succès dans le sport. Fait que j'ai laissé le côté nationaliste, séparatiste. Je me suis lancé dans le sport. C'est là que je réussissais. J'avais pas le goût de faire sauter des boîtes à mal avec des bombes, des affaires non, pas tant. J'ai pas été élevé là-dedans. Mon père m'avait... C'était pas les valeurs qui te tenaient de ça? Non. J'étais pas bien là-dedans. Tu sais, comme sortir après mon échec des expos, m'aller dans la drogue, puis dans... Ça m'intéressait pas. Fait que c'est ça. Puis après la séparation, comment ça a fonctionné? J'ai vécu une expérience avec Dieu, pour faire une histoire bien courte, et qui m'a amené à réaliser... Ce que j'ai entendu de Dieu dans mon cœur, c'est que tu es en train de faire une grosse erreur. Et retourne à la maison, sinon tu vas ruiner ta vie. Puis dans un voyage à New York que j'avais fait, à Philadelphie, puis en passant par New York, où on avait eu ma femme de bons souvenirs. Et là, moi, j'ai entendu ces paroles-là. Et... parce que je me sentais mal, là, j'étais hors saison, donc je me sentais coupable, j'ai manqué à ma parole, puis là, mes valeurs commençaient à me revenir. J'étais plus dans l'arène de boxe, on était séparés, tu comprends? Ouais. Alors là, j'ai commencé à penser, puis j'ai vraiment réalisé que ça marchait plus, là. Il y avait de quoi qui... Et la parole que j'ai entendue, c'est fini, là, OK, pour toi. OK. Retourne à la maison. Je te mens pas, le lendemain, j'étais à la maison et ma femme vivait une expérience la même journée, la veille, elle vivait une expérience avec Dieu, elle aussi, où Dieu lui a dit « Remets-moi ton mari entre les mains ». Elle disait au Jésus que ta volonté soit la mienne et que mon mari revienne. Dieu dit « C'est pas ça que Jésus a dit dans le jardin. Il a dit que ta volonté soit faite. » Elle a dit « OK, que ta volonté soit faite, je te remets mon mari entre les mains. » Puis le lendemain, je reviens à la maison. Et comment tu te sens dans tout ça? Moi, je suis tranquille, là, j'ai la paix. Dieu me parlait, je croyais en Dieu, mais je savais pas comment ça marchait, Dieu. Je connaissais pas ça, une relation personnelle avec Dieu. La Bible, j'avais aucune idée. Mais j'avais abandonné la religion, mais j'avais pas abandonné Dieu. Et là, tu es dans une croisée des chemins, tu es en train de penser, que tu dis, oh, je fais faire quoi? Quitter le hockey, je reviens chez nous, ma femme, tout ça. C'est spécial comment Dieu, parfois, nous fait prendre des détours. Des détours qui nous amènent à avoir des réalisations profondes à propos de lui et à propos de nous aussi. Probablement, vous savez de quoi je parle. Vous savez, ce sentiment-là, tu dis, il me manque de quoi? Je suis pas dans la bonne voie. Je cherche le bonheur, je le trouve pas. Ou si je le trouve, ça coûte trop cher. J'investis, je sacrifie des choses que je devrais pas sacrifier. Ouais. Il y en a plusieurs, comme toi, Donald, qui sont arrivés à ce constat-là. Mais vous savez, ça, c'est juste une partie du témoignage de Donald. La prochaine émission,
on va continuer, puis on va voir comment Dieu est venu le chercher. Comment Dieu est venu prendre soin de son cœur et lui ouvrir les yeux pour que, justement, il puisse écrire ce livre-là, un livre hyper intéressant, que j'ai lu, que j'ai apprécié énormément, pour mieux me comprendre moi, me comprendre à la lumière de ma culture, être québécois, culture canadienne, de voir comment tous les derniers centenaires ont influencé comment moi je pensais aujourd'hui, comment moi j'étais. Donc, super intéressant. On va en parler beaucoup plus à la prochaine émission. Donc, restez avec nous. Après, on va prendre quelques minutes et on va vous parler de la personne la plus importante de tous les temps, Jésus. Restez avec nous. Très bonjour à vous. Donald, je t'écoutais parler, ça me fait penser à Jérémie 2,13. Dieu s'adresse à son peuple qui était rebelle. « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Il me semble que c'est ton histoire. C'est exactement ça, tu sais. L'idée là-dedans, c'est qu'on cherche le bonheur. Et on va essayer de le remplir. C'est comme, vous voyez ça comme une cuve. On essaie de le remplir avec le sport, avec l'argent, avec la sécurité, les voyages. Mettez ce que vous voulez, les relations. Mais la cuve n'est pas capable de retenir tout ce qu'on met dedans. Elle est crevassée. Ça, c'est notre cœur. Et c'est ce qui est extraordinaire, c'est que la seule façon que cette cuve-là peut retenir l'eau, c'est si c'est Jésus qui a rempli. Jésus disait à la femme samaritaine dans Jean 4 qu'il voulait lui donner de l'eau de vie, de l'eau qui changerait sa vie, l'eau que lui-même lui donnerait. C'est spécial, le Seigneur Jésus veut combler nos vies. Et c'est pour ça qu'il est mort sur une croix, c'est pour ça qu'il est ressuscité, pour nous pardonner nos péchés, nous donner cette vie, la vie que lui a, pour qu'on puisse arrêter de chercher à droite et à gauche les faux bonheurs et qu'on trouve en lui le réel. Alors, mes chers amis, j'aimerais vous inviter à vous tourner vers le Seigneur Jésus. Merci beaucoup, Donald. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.